ces cheveux de merde, cette coupe de merde. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière où on va parler d'adultère, voilà, de tromperie à proprement parler. C'est un sujet qui est un peu délicat dans le sens où c'est quelque chose, c'est un fait, un phénomène qui est de plus en plus fréquent je trouve. Et là où c'est inquiétant, c'est que c'est un phénomène qui est de plus en plus dédramatisé, je trouve, par la société en elle-même et par les individus qui commettent l'adultère. Alors déjà, on va parler un petit peu du comment en arriver là. Pourquoi est-ce que nous sommes amenés, nous appartenons à une époque, à une génération où on trompe plus son partenaire qu'avant. Quand je dis avant, je me base bien sûr peut-être au début du siècle, au début du XXe siècle, ou ces choses-là par exemple, où il y avait vraiment un esprit de famille, un respect du couple. Et bon, bien sûr, je fais des généralités, il ne faut pas toujours s'attarder sur les petits cas d'exception. Là, je vais vraiment parler en globalité. Et bien, il y a plusieurs faits qui font que un partenaire peut être amené à tromper un autre partenaire. Déjà, il y a la télévision qui est un peu plus libre. Donc quand je parle de la télévision qui est plus libre, voilà, c'est un peu pour dire qu'à la télévision, désormais, on nous montre beaucoup, par exemple, de télé-réalité, où il y a souvent des scènes d'amour, des baisers, des gestes un peu obscènes, tout ce genre de trucs qui est mis en exergue autour de la sexualité et qui ne nous est pas épargné finalement. Donc du coup, on baigne un peu dedans de manière statique. Et au bout d'un moment, à force, on a peut-être l'impression que ça devient normal. Alors je dis télévision, mais en réalité, ce serait plutôt tous les supports audiovisuels. Ça peut être aussi le cinéma, c'est la radio, c'est internet, YouTube par exemple, et autres sites bien entendu. Donc la distraction première des gens, c'est vraiment l'audiovisuel, et c'est vrai que l'audiovisuel se dévergonde de plus en plus. On nous montre de plus en plus de choses. Ne parlons pas d'internet. Internet, c'est vraiment l'Eldorado pour tous les fantasmes les plus pervers et les plus étranges les uns que les autres. Et le problème, c'est que se créent des groupes et des communautés qui rendent une chose étrange normale. Alors peut-être que je me fais pas très bien comprendre, donc pour ça je vais vous faire un exemple. Admettons que mon fantasme ultime, ce soit d'avoir des rapports sexuels avec la terre, voilà, avec du gazon, admettons. Et bien, grâce à internet, ou à cause d'internet, je sais pas, vous le prenez comme vous voulez, on va se rassembler sous forme de groupe tout autour de ce même fantasme, et du coup on va se convaincre mutuellement que c'est quelque chose de naturel, quelque chose de normal, et on va accentuer ce plaisir qui ne fait de mal à personne bien sûr, mais étrange. Et du coup, c'est ainsi qu'on va accroître, à mon sens, la perversion et qu'on va commencer à en faire une normalité. Ensuite, je crois avoir appris ça d'un sondage, mais alors je ne saurais plus vous citer mes sources, ni quoi ni qu'est-ce, mais il me semble qu'il y a un site internet pornographique qui ouvre toutes les 10 minutes dans le monde, ce qui est énorme. Donc il y a un énorme essor aussi au niveau de la pornographie sur internet. Pareil, encore une fois, avec toujours des sections, des catégories plus saugrenues les unes que les autres, qui font qu'on éduque en fait votre esprit à toujours repousser vos limites, à toujours vouloir expérimenter de nouvelles choses, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus intense. Il y a aussi le fait qu'on ait accès justement à ces outils comme Internet dès le plus jeune âge. Alors auparavant, du moins de mon époque, et encore je suis pas très vieille, il y avait les filtres parentaux. Ça existe toujours de nos jours, mais disons que les parents sont un peu moins regardants, je trouve, par rapport à la sécurité sur internet. Et puis de toute manière, même si on essaie de mettre la sécurité ultime et maximale sur internet, il y a toujours des ficelles pour passer à travers. Les enfants ont cet outil en main dès le plus jeune âge et ils peuvent avoir accès à tout un tas de choses. C'est-à-dire que demain, ils vont se poser une question, ils vont directement taper ça sur internet. J'ai moi-même vu avec mon petit frère dans son historique d'ordinateur les questions qu'il pouvait parfois se poser et ce qu'il allait même taper sur le moteur de recherche. Et je peux vous garantir que ça fait peur. Et je signale que mon frère a seulement 14 ans et que ce dont je vous parle là, j'ai pu le voir quand il en avait peut-être 12. Ouais, voilà, 12. Donc ça fait relativement jeune. Et le problème, c'est que plus on enregistre ce genre d'informations jeunes, plus on a tendance à se dire encore une fois que c'est normal, que c'est l'air du temps. Donc on nous offre perpétuellement des choses inédites, nouvelles, et c'est vrai que pour cette nouvelle génération, en tout cas, on va avoir tendance à trouver ça normal et à faire de la tromperie limite une expérience supplémentaire.
C'est tout simplement pour dire qu'on est conditionné, qu'on soit jeune ou qu'on ne le soit pas, c'est pas grave. L'important c'est de voir qu'on baigne vraiment dans un système et dans un monde où tout est sexualisé, absolument tout. Même parfois quand vous essayez de faire quelque chose de totalement dénué d'arrière-pensée ou quoi ou qu'est-ce, ce sont les personnes qui, par habitude, qui vont baigner dedans, vont voir la sexualisation aussi partout, et bref, voilà, on vit dans un monde qui nous encourage à nous dévergonder et à repousser ces expériences. Donc ça, c'est déjà un facteur qui va conditionner notre esprit de manière consciente, voire inconsciente, et qui va nous pousser à franchir certaines limites qu'on n'aurait peut-être pas forcément franchies si on avait évolué avec des mentalités un peu plus... Je vais employer un mot que je n'aime pas, mais je vais quand même le dire pour que vous compreniez mieux. Grandir dans un monde un peu plus pudique sur la chose. Mais ça, je développerai, je conclurai en fait là-dessus pour vous donner mon point de vue, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse des amalgames. Alors, pourquoi avoir envie de tromper son partenaire? Alors, en réfléchissant, j'ai relevé plusieurs facteurs qui peuvent être la cause du besoin, de l'envie de tromper son partenaire. Ça peut aller d'un fait très minime à un fait très poussé et voire même qui nécessiterait des soins médicaux. Donc déjà numéro 1, je pense que c'est une vie de couple qui n'est pas épanouissante. Vous savez, au départ, quand on se met avec une personne, comme on dit, tout nouveau tout beau, voilà, c'est tout rose, chacun fait les efforts nécessaires, on est beaucoup plus tolérant. J'ai remarqué au début du couple. Donc la routine, si vous voulez, ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais. Disons qu'il y en a qui se plaisent dans les routines, je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup la routine, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à s'épanouir en fait au sein d'une routine, c'est ça le truc. Ils ont besoin en permanence de se chercher. Alors soit c'est parce qu'ils se cherchent, soit c'est parce qu'ils sont pas encore tout à fait accomplis, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la personne idéale, mais ça on ne peut pas réellement le savoir parce que quand il y a l'amour, bien entendu, l'amour rend aveugle. Et au sein du couple, il peut y avoir un individu qui peut se sentir étouffé, voilà. Et malgré le dialogue, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de discussions, de mise à plat, pas de secret et compagnie, il peut toujours avoir cette retenue qui fait qu'on a peut-être envie d'aller explorer d'autres horizons. Ensuite, en second plan, il peut aussi avoir l'évolution ou la mutation des envies. Donc ça, c'est pour en revenir à ce que je vous avais dit en introduction. On baigne vraiment dans un monde qui nous incite à tromper, clairement. Et si ça ne nous incite pas à tromper, ça nous incite vraiment à faire des choses délurées. Quoi qu'il en soit, c'est que pour la majorité des personnes étant en couple, il peut y avoir une transformation des envies avec le temps. C'est-à-dire que si on est avec son partenaire depuis plus ou moins longtemps, c'est pas vraiment ça l'important. Il suffit qu'on ait entendu une personne raconter une expérience et que ça nous ait donné envie pour franchir le cap, pour avoir envie de franchir le cap, ou alors d'avoir vu quelque chose sur internet, à la télé ou quelque part qui encore une fois nous ait émoustillé, nous ait provoqué l'envie de reproduire ailleurs. Et pourquoi aller le reproduire ailleurs? Tout simplement par pudeur face à son partenaire actuel, c'est-à-dire peur de sa réaction, peur qu'il le prenne à la dérision, qu'il ne nous prenne pas au sérieux, qu'il se moque de nous clairement par rapport à nos envies, ou alors que la personne nous recale totalement en disant qu'on est complètement barjot, qu'elle n'est pas du tout ouverte à tester quoi que ce soit de tel avec son partenaire. Ça peut accentuer une certaine frustration qui pourra ensuite nous pousser à franchir le cap. Et enfin, le cas le plus grave, on va dire, que j'ai relevé, ce serait vraiment la lubricité maladive. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de chimique, de neurologique, enfin, je sais pas exactement comment vous l'expliquer, peut-être même plus chimique ou les deux combinés à la fois, je sais pas. Mais c'est vraiment maladif, quoi, dans le sens où vous ne pensez qu'à ça H24. Et peu importe que vous soyez avec votre femme depuis 3 jours ou depuis 10 ans, c'est plus fort que vous. Vous n'allez pas avoir en fait cette mauvaise conscience que pourrait avoir une personne classique. Voilà, on est vraiment dans la maladie. Et là pour le coup, il y a des traitements qui existent. Vous pouvez avoir des traitements plutôt doux avec la phytothérapie et compagnie, comme des traitements un peu plus lourds, suivis de thérapie. Voilà, donc ça ce sont vraiment les points que j'ai relevés pour expliquer le pourquoi est-ce qu'on peut en arriver à la tromperie envers son partenaire. Après, il y a une affirmation qui découle très très souvent, et à tort je trouve, venant des personnes qui ont été trompées, c'est bah, s'il m'a trompé, c'est que dans le fond il m'aimait pas assez. Alors non, pas systématiquement, il faut bien se rentrer ça dans la tête. C'est pas systématique. L'amour et le sexe, bien que ça se conjugue ensemble, ça n'est pas du tout la même chose. On peut parfaitement
fauter, aller faire autre chose ailleurs, mais être fou, amoureux, red dingue de son partenaire actuel. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut effacer de son esprit et il va falloir relativiser autrement. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. L'espèce humaine en elle-même, l'espèce même animale à proprement parler, l'acte de reproduction, les envies sexuelles et compagnie sont naturelles, dans le sens où vraiment vous êtes poussé, vous avez les hormones qui vous travaillent et vous avez à peu près tout qui vous pousse jusqu'à vous faire craquer pour le bien de la reproduction de l'espèce. Donc d'un point de vue naturel, c'est normal, entre parenthèses, d'avoir envie d'aller féconder plusieurs autres femelles ou voilà, d'aller un petit peu à droite et à gauche. C'est vraiment pour faire perdurer l'espèce, c'est vraiment pour se reproduire au maximum, pour conserver l'espèce. Voilà, je peux pas vous le dire autrement. Voilà, donc ça c'est d'un point de vue naturel, d'un point de vue physiologique. C'est normal parfois de ressentir une envie tellement forte qu'on peut parfois se sentir un peu faible. Ça c'est une normalité et on ne pourra pas l'enlever. Après, là où on est censé être différent, c'est que nous sommes une espèce amorale. On est censé avoir une morale. La morale, elle nous sert à quoi? Elle nous sert vraiment à ne pas franchir certaines limites pour le bien-être de chacun, dans le respect de chacun. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire quelque chose si on sait que ça va faire du mal à l'autre. Vous comprenez? Ça peut être d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, éthique. Voilà. C'est un mélange de tout ça qui fait que nous sommes une espèce intelligente, une espèce civilisée, éduquée. Et c'est là où on est censé en fait avoir une certaine retenue. On peut même clairement dire que c'est une forme de respect envers l'autre, de savoir freiner un petit peu ses pulsions. Alors certains risquent de se dire, bon bah du coup puisque c'est naturel, pourquoi s'en priver? Pour en revenir un petit peu à cette notion de respect, de bien savoir vivre et compagnie, ce qu'il faut savoir c'est qu'un acte, aussi anodin qu'il puisse paraître pour les personnes qui tolèrent ça en tout cas, ou qui dédramatisent ça dans leur esprit, la tromperie c'est quelque chose qui est totalement destructeur. Mais totalement, je veux dire toute la structure personnelle qu'on peut avoir, l'estime de soi, la confiance en soi, ça peut détruire complètement le partenaire qui est victime de cette tromperie. Dans le sens où même si on ne trompe qu'une seule fois, comme certains pourraient dire, je l'ai trompé qu'une fois, pour essayer un petit peu d'adoucir la chose, une fois, c'est déjà la fois de trop, je pense. Ça va vachement fragiliser, voire même totalement casser vos fondations. Et les fondations dans un couple, c'est la confiance. Ce qu'on a pu faire une fois, pourra forcément se reproduire d'autres fois. Sinon, ça ne se serait jamais produit. Même si on essaie de se rattraper par la suite ou quoi que ce soit, on n'aura plus jamais la conscience tranquille. Et dans les deux sens, c'est-à-dire pour la personne qui est trompée, et vous de votre côté non plus, vous ne pourrez jamais l'avoir parce que vous vous soyez fait prendre ou que vous ne vous soyez pas fait prendre, c'est un peu la même chose, vous ne pourrez jamais avoir la conscience tranquille parce que, auquel cas, si vous ne vous êtes jamais fait prendre, ça pourra toujours arriver tôt ou tard. Et en seconde position, si jamais vous vous êtes fait attraper, vous n'aurez jamais la conscience tranquille parce que vous savez que l'autre sait et vous savez également que vous avez cassé quelque chose et que la personne face à vous, bien qu'elle vous aime, c'est l'amour encore une fois qui la rend aveugle vis-à-vis de vous et vous ne verrez plus les choses sous le même angle. Ce sera un peu votre punition, mais pourquoi se punir? Autant vivre sans punition. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu sur la réaction après avoir appris qu'il y avait eu un adultère, une tromperie. La première des réactions qu'on va être amené à exprimer, ça va être vraiment la colère. On risque de crier, on risque de taper, on risque de pleurer, de tout casser. C'est une expression vraiment de notre mécontentement, une expression de notre frustration, voilà, de notre blessure. Ça touche vraiment l'amour-propre. Et ça, je le conçois totalement et je suis même en partielle adéquation avec ce mode de réaction. Je dis en partielle adéquation, pourquoi? Parce qu'il y a des façons de montrer son mécontentement sans se faire souffrir, mais tout en imposant une punition à la personne face à nous, mais vraiment dans la délicatesse. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de raison d'être délicate dans ce genre de circonstances. Je vous assure que si, et ça vous sera surtout bénéfique à vous, pensez d'abord à vous. Le fait de vous mettre dans une colère monstre ne vous fera aucun bien, bien au contraire. Une fois que vous avez exprimé votre colère, vous pouvez vous attirer tout un tas de pestes. Quand je dis peste, c'est pas les filles ou quoi, c'est de la peste, vraiment de mauvaises choses en fait, de mauvaises ondes qui vont vraiment vous faire perdre totalement en estime, en confiance en vous. Et le fait d'extérioriser c'est bien, mais parfois d'extérioriser de trop,
c'est pas bien. Donc du coup, quelle est la réaction la plus intelligente, enfin du moins la plus réfléchie à avoir quand on apprend ce genre de choses? Ce que je vous conseille vraiment de faire, ça va être de canaliser dans un premier temps votre colère. Vous canalisez votre colère et vous allez ouvrir un dialogue en essayant d'instaurer un genre de confiance. Ayez vraiment la réaction opposée à celle que votre compagnon s'attendrait d'avoir de vous. Donc dans la plupart des cas, les compagnons, je dis au masculin parce que je suis une fille, mais bien sûr vous pouvez l'appliquer dans l'autre sens. La première des choses que le compagnon va penser, c'est mon Dieu, elle va péter un câble, qu'est-ce qu'elle va me faire, qu'est-ce qu'elle va dire, elle va gueuler, elle va me tuer, elle va me quitter. Et moi ce que je vous conseillerais vraiment de faire, voilà, c'est d'essayer d'avoir la réaction opposée. Vous allez mettre votre compagnon dans une situation de déstabilisation totale. Quand on ne s'attend pas à quelque chose, je peux vous garantir qu'on est totalement déstabilisé, on n'a plus de base, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait pas si c'est ironique, on ne sait pas si c'est sincère. Et suite à ça, je vous conseille vraiment d'ouvrir le dialogue, donc d'essayer vraiment de comprendre à tête reposée, sans faire forcément de reproches ni quoi que ce soit. J'ai appris qu'il s'était passé ceci, cela. J'aimerais savoir pourquoi tu as fait ça. Vous le laissez s'expliquer, ne l'interrompez jamais, qu'il vous accuse, qu'il quoi que ce soit, même si c'est lui qui part dans un délire de colère. Regardez-le, restez toujours tout aussi détendu. Moi, je vous visualise bien, vous voyez sur un canapé, le bras posé sur la coudoir. Vraiment, vous analysez la situation, vous le laissez s'exprimer. Et vous prenez la parole chacun votre tour. Si jamais il vous coupe la parole, faites-lui remarquer que vous ne lui avez pas coupé la parole, donc qu'il serait bien aussi qu'il respecte votre parole, votre point de vue. Et surtout, ne vous exprimez pas. Vous pouvez simplement réagir après pour conclure, faites court et concis. Une chose du genre... Tu es responsable de tes actes. Tu es grand, majeur, vacciné. Tu sais ce que tu fais. Si tu as fait ce que tu as fait, c'est que tu avais tes raisons de le faire. Et vous ne donnez pas votre avis dessus. Vous ne dites pas j'ai été déçu de toi, j'ai été ci, j'ai été ça. Vous coupez court. Et là, la conversation est terminée. Et si la personne essaye de vous parler, essaye de vous attraper, faites comme si de rien n'était dans le sens où voilà, vous avez relativisé. Montrez-lui vraiment que vous pensez vraiment valoir mieux que ça. Et je vous garantis vraiment que ça, c'est la pire des punitions qu'on puisse faire à une personne qui vous a trompé. Parce qu'elle va se ronger, de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle pense de moi pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il va pas forcément peut-être oser aussi remettre le sujet sur le tapis par honte et culpabilisation. Donc à ce moment-là, vous avez le dessus, clairement vous avez le dessus. Je vous conseille également de faire un petit peu comme si de rien n'était à la maison, c'est-à-dire continuer à préparer le repas, continuer à faire votre vie comme si de rien n'était. Si vous avez vraiment besoin d'un exemple concret pour un peu illustrer tout ça, je vous suggère vraiment d'aller regarder un film que j'adore par-dessus tout. C'est un film humoristique mais à la fois un peu tragique, Palais Royal, avec Valérie Lemercier qui est une actrice que j'adore, mais alors... de tout mon cœur. Ce film, pour vous faire court, en fait, je vais vous dire les grandes lignes. C'est une femme qui est vraiment une femme classique, une bonne mère, une femme qui travaille, une bonne épouse, quelqu'un qui a tendance aussi à se faire beaucoup marcher sur les pieds et qui vit avec un homme qui a vraiment pas de culpabilité dans ce qu'il fait. Voilà, un mec assez opposé à elle et il la trompe un beau jour avec sa meilleure amie. Et elle le découvre, sauf qu'elle le découvre et sa réaction est juste incroyable. Elle va se venger de ce mec, mais d'une manière tellement classe. Donc lui ne sait pas qu'elle a découvert qu'il l'avait trompée, et c'est ce qui rend la chose encore plus fabuleuse. C'est-à-dire qu'elle se venge de lui, mais vraiment avec beaucoup d'élégance. Et elle arrive à tourner cette mauvaise expérience en quelque chose de positif pour elle. Donc là, ça peut vous paraître totalement incroyable de se dire « Mais attends, Kelly, quand même, je me suis fait tromper, c'est quelque chose qui est censé me détruire. » Ben, je vous assure que si vous suivez les conseils de ce film, ou du moins que vous vous en inspirez, vous allez voir la chose d'une manière tout autre. Et ça va vraiment vous valoriser. Tournez vraiment ce point négatif en quelque chose de positif dans votre vie. Cette femme, elle était vraiment... c'était une femme classique. Et ben, elle a décidé du jour au lendemain de se mettre au sport. Elle a décidé d'aller chez le coiffeur, de prendre soin d'elle, de penser à elle. Et au final, elle a complètement détruit son mari. Tout en conservant vraiment une image d'elle qui est magnifique. Donc vraiment, allez voir ce film, il est formidable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aussi douloureux que ça puisse être, chaque chagrin passe et s'atténue. Voilà. Et nous, en fait, quand on réagit un peu au quart de tour, comme ça, quand on est pris par nos émotions et qu'on se laisse envahir par nos émotions, on a tendance à le prendre vraiment, voilà. On vit vraiment le sentiment au présent.
Mais je vous recommande vraiment, lorsque vous avez une douleur quelconque, ça peut être le décès d'un proche ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'essayer de le voir dans le futur. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à dire vis l'instant, carpe diem, tout ce que vous voulez. Moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que si on vit trop les sensations présentes, les moments présents, on peut avoir des regrets dans le futur. Ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça, sur comment ne pas avoir de regrets dans la vie. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager mon point de vue sur ça. Et puis voilà, ça peut être une vidéo lifestyle de plus qui pourrait vous aider. Mais quoi qu'il en soit, relevez-vous et essayez toujours de vous visualiser au futur et de vous dire tout passe, chaque douleur passe. Ça me fait mal maintenant, mais dans quelques mois ça me fera pas mal, dans quelques années ça me fera plus mal. Essayez vraiment de penser futur. Pensez à vos anciennes expériences où vous avez énormément souffert et regardez aujourd'hui au combien vous en avez rien à foutre, plus rien à foutre. Ça peut vous aider. Voilà, donc maintenant je vais vous donner pour conclure, mon point de vue sur l'infidélité. Donc moi je suis vraiment quelqu'un qui ne conçoit pas l'infidélité. Pourquoi? Parce que l'infidélité pour moi c'est comme mentir. Ce sont des choses qui sont excessivement faciles à faire dans la vie. C'est super facile de faire une rencontre avec quelqu'un, de le séduire et de le mettre dans son lit, pour parler cash. C'est super facile. Tandis que voilà, comme pour le mensonge, pour faire encore une fois le rapprochement et la contrebalance, mentir c'est simple. Je peux vous raconter tous les bobards que je veux, mais par contre ne pas mentir c'est une vertu. Et ben je considère que la fidélité c'est aussi une vertu, et toutes les vertus sont vraiment des choses qui nous valorisent en tant qu'être humain. L'humain, je pense qu'il n'a que la parole et les actes pour laisser une trace de lui-même sur Terre, vous voyez. Et pour vraiment mériter la valeur qu'on a, ben, il faut être le plus irréprochable possible sur toute la ligne. Voilà. Donc du coup, ça ne veut pas dire après que je suis complètement contre toutes les pratiques sexuelles élaborées, mais ça reste dans le cadre de l'intimité. On n'est pas obligé de montrer ça, on n'est pas obligé forcément non plus d'en parler comme ça avec des inconnus. Enfin, je veux dire, ce qui se passe dans le lit, dans le couple, reste dans le couple. Voilà, après je pense aussi qu'il faut garder un minimum d'ouverture d'esprit. Si jamais votre partenaire vous propose des choses par exemple qui ne vous conviennent pas, il y a aussi des façons de le repousser. Enfin je veux dire, de le repousser c'est un bien grand mot. Ne lui dites pas par exemple ah non tu rêves, ou alors ne le moquez pas. Vous voyez, comme je disais en tout début de vidéo, ça peut amener à des frustrations qui pourront ensuite l'amener justement à aller voir d'autres partenaires qui ne le décrédibiliseront pas comme vous l'avez fait, vous voyez. Au contraire, vous pouvez toujours essayer de négocier. La vérité! Ce sont des choses qui peuvent se négocier. Par exemple, on vous propose, je sais pas moi, de passer par l'arrière. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous pouvez dire, alors écoute, moi je suis pas trop pour. Je veux bien essayer pour te faire plaisir, mais si ça ne va pas, s'il te plaît, je te demanderai juste de ne pas insister. Et si jamais ça ne marche pas, je veux bien essayer de faire autre chose pour toi. Vous voyez, essayez toujours de négocier, essayez toujours de trouver quelque chose qui puisse contenter les deux. Il faut savoir faire plaisir, mais il faut savoir aussi se respecter. Voilà, ça c'est vraiment ma morale, je dirais. Écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura été d'une grande aide. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, c'est fait pour ça. Likez ma vidéo également si vous voulez m'encourager. Rejoignez-moi également sur Instagram si ça vous intéresse pour suivre ma vie un peu au quotidien. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.